Bienvenue dans Carte Blanche, une soirée dont le programme est entièrement composé par un invité. Ce soir, c'est Jeff Aérosol qui prend les commandes. Street artiste, il est l'un des pionniers de ce mouvement en France et ses œuvres inondent les murs du monde entier depuis le début des années 80. Des portraits réalisés au pochoir, toujours accompagnés d'une flèche rouge. Bonsoir Jeff Aérosol. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors ce soir, à travers les programmes que vous avez choisis, on va apprendre à mieux vous connaître. On va découvrir votre univers, vos aspirations, ce qui vous inspire dans la vie. Et si vous deviez définir votre univers en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez justement ? Alors j'ai un univers qui est à la fois très vaste, très éclectique et en même temps très pointu dans chaque domaine. Mais pour résumer en quelques mots, musique, image, interrogation, et puis toutes les petites choses qui font qu'on a envie de se lever le matin. Voilà. Et on vous définit quand même souvent comme un pionnier du street art. Qu'est-ce que vous en pensez, cette dénomination ? Bon, alors déjà, pionnier, je ne suis pas tout à fait d'accord, et street art non plus. En fait, le problème des étiquettes, c'est qu'il faudrait pouvoir s'en passer, mais elles sont bien pratiques. Pionnier, oui, c'est le bénéfice de l'âge. Je fais partie de cette première vague dans les années 80 à avoir posé des pochoirs sur les murs, mais avant nous, il y a eu Ernest Beignet Ernest, il y a eu Zloty Camien, et encore avant, il y a eu Diego Rivera, et encore avant, l'homme des cavernes. Donc, personne n'est réellement pionnier. Les choses se font, évoluent, mais en tout cas, le fait d'investir l'espace public ne date pas d'hier, et on est loin d'avoir été les premiers ou les pionniers. Ça existait avant. Déjà. Parce qu'on parle tout le temps de street artiste et de rue, mais est-ce que vous travaillez exclusivement dans la rue ? Pas du tout. Non. D'ailleurs, avant même de travailler dans la rue, je faisais déjà des images. Alors, pas de façon aussi publique, parce que j'étais encore jeune et pas représenté par des galeries, etc. Mais j'ai toujours fait, depuis que je suis gamin, en fait, j'ai toujours fait du dessin, de la peinture, des gribouillages, des bidouillages à partir de photos quand j'étais au lycée déjà, un peu à la façon du pochoir, très inspiré que j'étais par à la fois le pop art et le psychédélisme. Et puis, à l'aube des années 80, c'était la grande mode des lettres à 7 et tout ça. J'étais très marqué à l'époque par le collectif Bazooka. Et donc, j'étais déjà dans les images. Et puis, finalement, c'est en 82 que je suis passé à l'acte à l'occasion d'un déménagement qui fait que j'ai quitté ma ville natale de Nantes pour arriver à Tours. Et là, j'ai posé mes premiers pochoirs. Mais j'ai continué, évidemment, à faire des images en dehors de la rue, et quand on travaille dans des galeries, on n'est pas street artiste. C'est pour ça que je suis gêné par le terme de street art. Street art, c'est l'art de la rue, mais un musicien de rue, pour moi, c'est un street artist aussi. Quelqu'un qui fait du théâtre de rue, c'est un street artist. Donc, quand je suis dans la rue et que je mets des images dans la rue, appelons ça du street art si on veut. De l'art urbain, j'aime encore moins le terme. Mais quand je fais une exposition, ça n'est pas du tout, ce n'est ni de l'art urbain ni du street art. Et vous venez de le dire, contemporain. Parce que là, c'est vrai qu'on parle de votre œuvre picturale, mais vous êtes aussi musicien, et même dans votre œuvre picturale, la musique est très présente. C'est une de vos inspirations depuis toujours, ça, la musique. En fait, tout à l'heure, j'évoquais ma tendre enfance, quand je commençais à peindre et à dessiner, mais j'étais également féru de musique. Depuis mon plus jeune âge, je suis passé à l'acte, c'est-à-dire à jouer de la musique moi-même quand j'ai eu ma première guitare à l'âge de 12 ans. Je suis né en 57, donc là on est au début tout début des années 70, à la fin des années 60, début des années 70, et donc là j'ai commencé à faire de la musique, et j'avais de toute façon été marqué dès mes, je sais pas, peut-être 5, 6, 7 ans par les chanteurs, quoi. Alors à l'époque, à la télé, on voyait Michel Polnareff, on voyait Antoine, on voyait des gens comme ça, Jacques Dutronc, et les Beatles, les Stones, Bob Dylan. Alors ça a été... ces gens ont changé ma vie, vraiment changé ma vie. Et donc, dans ma façon de travailler dans la rue, dans un premier temps, et maintenant dans les galeries, c'était une façon de rendre hommage à tous ceux qui m'ont façonné, qui ont façonné ma personnalité. Et aussi, d'une certaine façon, je le dis souvent, c'est presque se hisser, tant bien que mal, sur la pointe des pieds, auprès d'eux. C'est-à-dire que quand je peins un pochoir de Bob Dylan, de certaine façon, c'est comme s'il était un peu là, quoi. Je me l'approprie un petit peu, puis je le propose aux autres.
C'est le problème, sans être fanatique, je ne suis pas le problème des fans, vraiment, c'est pas trop mon truc, mais voilà, j'aime partager ce que j'aime, c'est ça. Bon, et là, pour cette émission, vous nous avez ouvert les portes de votre intimité, on est chez vous, et on vous en remercie. Mais c'est pas ici que vous travaillez, vous avez un atelier à quelques kilomètres d'ici, un atelier où une équipe de muséums s'était rendue il y a quelques années et on vous y avait rencontré. Donc je vous propose de commencer par là ce soir, pour que nos téléspectateurs découvrent un peu mieux votre univers et fassent un grand plongeon, ok? Parfait. Donc on commence avec Artist Workshop dans l'atelier de Jeff Aerosol. Alors vous finissez ce documentaire en disant « c'est magique de pouvoir créer quelque chose ». Alors 40 ans après vos premiers pochoirs, désolé ça vous rajeunit pas, mais est-ce qu'on se dit toujours ça, que c'est magique de créer quelque chose? Totalement magique. Alors que l'on soit musicien, danseur, photographe, cinéaste, écrivain, peintre, c'est artisan aussi. C'est tellement magique de pouvoir faire quelque chose avec sa tête, avec son cœur, avec ses mains, et de pouvoir en faire profiter les autres. Et donc le problème, enfin c'est pas un problème, c'est à la fois un problème et à la fois une qualité. Le pochoir est une technique qui fait que lorsqu'on a prévu le pochoir, j'allais dire, on n'a presque plus rien à faire à l'arrivée. Ça peut être un peu frustrant parce qu'on réalise en un coup de bombe, on dévoile un travail qui a été fait en amont. Et là, on découvre une image qui a été créée presque comme par magie. Mais j'ai ressenti cette même magie lorsque, quand j'étais au lycée, je faisais partie du club photo et qu'on s'enfermait dans la chambre noire avec les odeurs de révélateurs et de fixateurs et qu'en trempant le papier de photo dans le révélateur, l'image apparaissait comme par miracle. Et quand elle était bien, il fallait très vite aller rincer, fixer. Ça, c'est pour ceux qui... j'explique ça pour ceux qui n'ont connu que le numérique, mais la photo argentique, c'est quelque chose de tout à fait magique aussi. La sérigraphie, c'est le même principe. Tout ça est vraiment magique, oui. Et encore aujourd'hui, je suis émerveillé à chaque fois. Et le premier programme que vous avez choisi, c'est sur un artiste que vous avez cité tout à l'heure quand on parlait des pionniers du street art. C'est Ernest Pignon-Ernest. Et alors, il faut dire que quand je vous ai proposé ce programme dans une liste, vous m'avez tout de suite dit « Mon ami Ernest, ça c'est sûr, yes ». Bah, c'est oui. Votre ami Ernest? On est devenus amis. J'en suis presque ému d'en parler parce que ça a été quelqu'un qui était loin d'être un ami au début, mais quelqu'un dont j'étais très très admirateur. Et puis on s'est rencontrés, on a échangé. Et là, surtout, il m'a envoyé un message une fois à propos d'un pochoir que j'avais fait à Paris, d'une geisha. Je revenais du Japon, je l'avais peinte. Et il m'a dit vraiment, j'ai été séduit par ça et tout ça. Puis de là, on est devenus effectivement amis. Et je partage à peu près toutes ses vues sur l'art. C'est-à-dire qu'à ma toute petite échelle, j'essaye d'appliquer certaines de ses idées, même si nos travaux sont différents. Et surtout si lui ce que je ne suis pas, hélas, est un des plus grands dessinateurs français et même dans le monde vivant. Enfin, il a une technique de dessin qui est absolument incroyable et il pourrait s'en tenir à ça. Et finalement, sa façon de travailler dans l'espace public montre que ce qui importe, c'est pas tant la technique, qu'elle est là comme un support, mais ce qui importe, c'est l'intention, c'est ce qu'on veut dire, à qui on veut le dire et pourquoi on veut le dire. Et ça, j'essaye de toujours penser à ça dans mon propre travail. Et est-ce qu'on peut dire, parce que là on voit que vous vous connaissez, que vous vous appréciez, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une famille dans le street art, que vous connaissez justement, que certains s'apprécient, qu'il peut y avoir peut-être un échange entre les plus anciens et les plus jeunes? Dans ma famille, si tant est qu'on puisse parler d'une famille d'artistes, il y a des gens qui font de l'aquarelle, il y a des gens qui font de la peinture, il y a des gens qui font de la sculpture, il y a des gens... C'est ce qui compte alors je ne sais pas si le mot famille est le bon, mais pour qu'on se sente des affinités avec les gens, c'est surtout de l'ordre, c'est plus intellectuel ou affectif. Je ne pense pas que parce que quelqu'un fait du pochoir, je vais être intéressé. Ernest lui-même a dit très bien, c'est pas parce que c'est sur un mur que c'est intéressant.
Il y a peut-être trop de gens aujourd'hui, parmi les jeunes artistes, qui se disent « Ah, il y a un tel buzz autour de l'art de la rue, du street art, que je vais peindre sur les murs et puis ça va marcher. » Mais c'est trop de street art tue le street art, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est sur un mur que c'est beau ou intéressant. Le travail d'Ernest, c'est une résonance, c'est une interaction entre le contexte et la nature de l'image qu'il vient poser dans cet espace public. Et ce qui fait œuvre, il le dit beaucoup mieux que moi, ce qui fait œuvre, c'est tout ça. Il ne met pas une œuvre dans la rue. Il intervient dans l'espace public et la façon dont il intervient et la nature de l'espace public en question et des gens qui y sont, le contexte historique, social, culturel, politique, vont faire que ça fait œuvre. Voilà. Et bien justement, on va l'écouter tout de suite. On retrouve Ernest Pignot-Ernest dans L'Art et la manière. Alors vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que l'œuvre d'Ernest est très poétique. Est-ce que c'est une œuvre qui au quotidien, ou en tout cas à l'époque ou encore maintenant, peut vous inspirer dans votre travail à vous? Énormément, bien sûr. Bien sûr. Avec énormément d'humilité, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le grand talent d'Ernest, c'est aussi sa technique de dessinateur, que je n'ai pas. Mais sa façon de parler, de penser son art, m'inspire énormément, bien sûr. Je dirais même que c'est une inspiration, pas seulement artistique, mais pour la vie, quoi. Il a une façon d'aborder l'espace public qui me touche beaucoup. C'est-à-dire que quand on voyage, quand on rencontre des gens, quand on découvre de nouvelles villes, de nouveaux pays, on s'interroge souvent relativement peu avant de partir sur ce qu'on va chercher, comment et pourquoi. Et dès lors qu'on choisit un angle qui n'est pas celui du touriste, mais davantage celui de peut-être de l'humaniste ou du sociologue, enfin bon, on a une façon d'aborder les gens, les paysages, les pays, les cultures qui est différente. Et c'est ce qu'Ernest me dit en tout cas dans son travail, et c'est probablement pour moi une façon de découvrir les gens autant que les lieux. C'est-à-dire que pour un touriste qui arrive à Paris, aller faire des photos des marches du Sacré-Cœur, c'est une chose, mais comprendre comment ce quartier est né, déambuler dans les rues, essayer de peut-être ensuite lire des choses sur les grands personnages de Montmartre, voilà, faire le tour du Sacré-Cœur, ça peut être autre chose que juste aller se faire découper son portrait place du Tertre et prendre la photo du Sacré-Cœur. Il y a mille et une façons de voyager et d'aborder l'espace public. Ouais, là, vous parlez de l'espace public, et c'est vrai que dans le documentaire qu'on vient de voir sur Ernest, il le dit très frontalement que la manière dont il choisit les lieux, c'est pas du tout du hasard, et ça a beaucoup d'importance, ces endroits où il colle ses images. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous, pour vos fresques? Le travail d'Ernest en amont est énorme. Il est capable d'aller sur place des dizaines de fois, de lire des dizaines de bouquins, de parler à des dizaines de personnes, afin de vraiment cibler son travail et que son intention soit claire, nette, précise, et ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire, enfin qui est difficile, c'est très chronophage. Je ne fais pas ça, non. Alors, parfois, oui, mais la plupart du temps, c'est un peu plus du hasard. En revanche, si je suis, pour une raison ou une autre, dans un pays étranger, et que j'ai avec moi de quoi peindre ou de quoi coller, je vais déambuler quand même beaucoup pour essayer de trouver l'adéquation entre le fait d'être vu, le fait que ça raconte quelque chose, etc. Alors, le travail en amont, il existe quand même un peu, c'est-à-dire que même si je ne connais pas les lieux, que je ne les ai pas étudiés autant que ce que peut faire Ernest, quand je suis allé en Argentine, par exemple, eh bien j'ai emmené avec moi des images qui correspondaient à la culture du pays que je visitais. À chaque fois, c'est un peu un hommage aussi
le tango, par exemple, les Onas, qui sont les autochtones en terre de feu, où je suis allé, à Ushuaïa, des grands écrivains, Borges, par exemple, etc., bon, pour essayer comment dire, d'entrer en symbiose avec le lieu. C'est-à-dire que quand j'arrive là-bas, je m'imprègne du lieu, je sais que je suis en Argentine et donc que tel fantôme de personnages importants sont là autour de moi. Il est évident que je ne vais pas aller à Buenos Aires sans aller voir et écouter du tango. Et donc si mes images peuvent se faire écho de cet intérêt que je porte à la culture locale, c'est bien, tout en essayant d'éviter l'écueil de la carte postale, même s'il y a un petit côté carte postale que je peux revendiquer, en essayant d'éviter ce côté un peu kitsch. Et puis il y a aussi amener ma propre culture. Donc parfois je crée des rencontres. J'ai toujours mon petit bonhomme, mon petit gamin assis, mon sitting kid par exemple, qui me suit, j'allais dire presque malgré moi maintenant, et que je mets ici et là. Et parfois, il y a aussi des rencontres entre des musiciens ou des personnages qui n'appartiennent pas à la même époque, ni à la même culture, ni au même pays, mais je les fais se côtoyer comme ça. Et d'une manière différente, les lieux sont aussi très importants pour le nouvel artiste que vous avez choisi, qui est Georges Rousse. Alors je vous propose, avant d'en parler, de regarder tout de suite un épisode de la série Contact avec Georges Rousse. Donc on vient de le voir, c'est vrai que la technique de Georges Rousse, il y a quelque chose quand on regarde de très très impressionnant. Ah oui, c'est incroyable. C'est la technique dite de l'anamorphose. En vrai, c'est encore mieux, évidemment, parce qu'on a les 360 degrés qui sont nécessaires à la compréhension de l'œuvre. Si on a une photo d'une œuvre de Georges comme ça, juste, par exemple, s'il a fait un cercle et qu'on a le cercle parfait, aujourd'hui, les jeunes générations vont dire « Oh bah, c'est un petit coup de Photoshop », alors que c'est loin d'être ça. Il faudrait, à chaque fois qu'on a une photo comme ça, j'allais dire bien dans l'axe, il faudrait une deuxième photo, un peu décalée, pour qu'on comprenne le principe de cette anamorphose. Et Georges Rousse, je pourrais utiliser les mêmes qualificatifs que ceux que j'ai utilisés pour Ernest. Ce sont des petits messieurs, mais qui sont tellement grands, quoi. Et tellement gentil, tellement simple, tellement ouvert, tellement humble, voilà. Pour moi, c'est respect absolu pour ces gens. Et je pourrais également citer, car je ne pense pas qu'on voit quoi que ce soit sur lui ce soir, mais un autre, je l'ai cité tout à l'heure, c'est Zloty, Gérard Zloty Camien, qui fait aussi partie de ceux pour qui j'ai énormément de respect et d'amitié aussi, puisqu'on est amis aussi, qui est un vrai pionnier. Je pense que c'est peut-être le tout premier à avoir utilisé la bombe à aérosol, c'est quand même pas rien. Et là, Georges Rousse, sans parler de technique, c'est vrai qu'on le voit par exemple quand on publie ses photos sur les réseaux sociaux, il se passe quelque chose. Les gens, même quand ils ne sont pas forcément des passionnés d'art, ça fait quelque chose. Comment on explique pourquoi il a un travail si populaire ? Je pense déjà que l'utilisation de formes simples, un carré, un losange, un cercle, c'est percussif, c'est percutant. Et les couleurs. Donc c'est à la fois un très grand coloriste, c'est-à-dire que son rouge, son bleu, c'est pas n'importe quel rouge, n'importe quel bleu. Et puis c'est une façon de scotcher, je dirais, le spectateur, tout en lui montrant un espace ultra ordinaire. Et parfois quelque chose qu'il ne comprend pas quand il voit la photo. Alors oui, mais voilà, exactement. Mais c'est-à-dire qu'il y a un mystère à partir d'un paysage, si je puis dire, même si c'est parfois une maison en démolition, abandonnée, ou une cage d'escalier, ou un parking, ou je ne sais quoi, ordinaire. L'essentiel, c'est surtout la précision parce qu'on peut faire une anamorphose vite fait, mais Georges va apporter un soin particulier à chaque détail, c'est-à-dire que le tracé, la mise en couleur, tout est fait avec une rigueur telle que le résultat est époustouflant et bluffant, quoi. Ouais. Je pense que c'est aussi, si ça a autant de succès, c'est que les gens aiment bien les espèces de
les illusions d'optique. On a aussi ça dans l'art cinétique, l'op-art, ou les illusions d'optique comme ça. Oui, il y a un peu un jeu qui se met en place. Voilà, donc comment expliquer hein, comment est-ce qu'on peut toucher au cœur avec des formes géométriques dans des lieux à moitié abandonnés? C'est le mystère de l'art. Et autre artiste très populaire, certainement, enfin parfois il est considéré comme le plus populaire du XXe siècle, c'est votre troisième choix de la soirée, c'est Andy Warhol. Oui. Alors là, on change un peu d'univers quand même. Déjà, oui. Premier artiste international, il n'est pas français, et gros changement d'univers. Oui, alors pour moi, Warhol a été certainement quand j'étais encore gamin, hein, une des grosses influences, et un personnage très très mystérieux aussi. Hein. Et si Warhol m'a autant marqué, c'est probablement, il était à la croisée de la musique, le Velvet Underground bien sûr, du cinéma, Kiss, Sleep, enfin tous ces films, de la peinture, et pas n'importe laquelle, la sérigraphie et la série, la suite, la séquence, donc tout ça me parlait énormément, c'est-à-dire qu'on était, de toute façon, on était dans enfin pas l'anti, mais on était en dehors de l'art qui, quand j'étais gamin, me fatiguait, c'est-à-dire les musées, la peinture à l'huile sur des belles toiles, et voilà. Même si, par ailleurs, je suis très admiratif de beaucoup de grands peintres ancien. Mais Warhol était là et c'était, bon, pour moi, voir les images de Warhol, c'était comme écouter le Velvet, c'était comme c'était porter telle ou telle fringue, c'était Dylan, on en parlait tout à l'heure. C'était tout ce qui me faisait rêver, petit gamin que j'étais dans ma province, qui était très loin de New York, mais bon, je rêvais de New York, quoi, bien sûr. Oui, vous l'avez dit, Andy Warhol, c'est un mystère, c'est la musique, et c'est exactement la thématique de ce troisième documentaire. Donc on regarde Andy Warhol, un prophète américain. On vient de le voir dans ce documentaire, pour Andy Warhol, tout peut être de l'art. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, Duchamp l'avait exprimé déjà. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que l'art? L'art ne vient pas de l'œuvre d'art, mais du regard de celui qui observe et de l'intention de celui qui a décidé d'en faire de l'art. Alors, il y en a même, on peut aller jusqu'à se dire que lorsqu'on voit un bel arc-en-ciel, si on a décidé que c'est une œuvre d'art, c'en est une. Sauf qu'il n'y a pas de créateur, si ce n'est... Bon. Là, c'est un autre débat. C'est autre chose. Mais bon, moi, je dis souvent que l'art est dans l'intention, dans l'acte et dans le regard. Donc, dans l'intention de l'auteur, parfois même, il peut se résumer à cette intention. L'art le plus conceptuel, c'est ça. Donc, l'acte, ça peut être danser sur une scène, ça peut être chanter, ça peut être jouer la comédie, ça peut être déclencher un appareil photo ou une caméra, ça peut être appuyer sur une bombe ou utiliser un pinceau, c'est l'acte. L'acte en lui-même, c'est l'œuvre, même si ensuite l'acte va créer un objet qui va rester dans les musées, au mur des galeries, etc. Mais l'art est dans l'intention, dans l'acte et dans le regard de l'artiste, mais surtout le regard de ceux qui vont découvrir, apprécier, être touchés par ce qu'il a fait. Et Andy Warhol a beaucoup choqué à l'époque en utilisant, c'était un des premiers, la sérigraphie. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui l'utilisent, c'est votre cas aussi. Pourquoi on utilise et pourquoi vous utilisez la sérigraphie aujourd'hui? C'est le vite fait, bien fait. Moi, c'était un de mes premiers slogans que j'ai mis sur les murs dans les années 80, vite fait, bien fait. Parce que l'urgence, peut-être d'une époque, le punk, c'était jouer 3 accords d'une façon un peu sale sur des guitares cheap, sans forcément savoir bien jouer, dans des pochettes faites vite fait en photocopie. Mais pour autant, ça avait quand même cette espèce de noblesse romantique que certaines œuvres léchées, classiques, n'avaient plus. Et Warhol, il a incarné ça parfaitement. Et dans un tout autre domaine, l'art peut aussi parfois être au service de la communauté.
Alors même si je crois savoir que vous n'aimez pas le mot caritatif, vous participez vous régulièrement à des événements caritatifs, ça a été le cas pendant le confinement. Pourquoi un artiste aussi peut avoir ce rôle-là? C'est la moindre des choses. C'est juste... on est tellement privilégié quand on est créateur. On a tellement de la chance. C'est tellement un luxe, surtout de pouvoir en vivre. C'est pas l'idée de la charité, c'est pas donnons à nos pauvres. Il ne faut pas que ce soit ça. Je préfère les notions de partage et de solidarité. J'ai participé à 4 actions différentes pendant le confinement pour le Secours populaire, dont je suis parrain depuis quelques années. Voilà, je me sens très, très investi. Pour Solidar, donc le Secours populaire, pour une opération qui s'appelle SATO, qui a permis de récolter plus de 87 000 € pour les hôpitaux, voilà, Paris. Ici aussi pour les hôpitaux de Lille et l'Institut Pasteur, on a fait une autre opération. Bientôt pour l'hôpital de Roubaix, c'est en route, dans le même cadre. Et puis effectivement pour une opération qui s'appelle Campus 19, initiée à Bordeaux par un enseignant, et qui a constaté que beaucoup d'étudiants, dont certains étrangers ou en conflit aussi avec leur famille pour certains, etc., se retrouvaient confinés dans une chambre universitaire exiguë, petite, avec pas d'argent pour s'acheter à manger, avec pour certains un décrochage scolaire derrière parce que très grande difficulté. Et je trouve que si on décide que l'ascenseur social doit fonctionner pour tout le monde et que faire des études y participe, donc voilà, oui, c'est une cause que j'ai tenu à défendre. Je me suis associé à ce projet Campus 19 en donnant une toile qui a été vendue, très bien vendue d'ailleurs, lors des enchères qu'ils ont organisées. Voilà. Et le dernier artiste que vous avez choisi ce soir est une artiste à l'œuvre protéiforme. On dit souvent d'elle qu'elle interroge les rapports entre l'art et les liens sociaux. Donc on regarde tout de suite un épisode d'Artist Workshop dans l'atelier de Tania Moreau. Tania Moreau, on vient de le voir, c'est une artiste qui touche un peu à tout. Œuvres visuelles, sonores, plastiques. Qu'est-ce que son travail évoque pour vous? Alors Tania, c'est d'abord une personnalité. Pour la connaître un tout petit peu, c'est quelqu'un qui a une personnalité très forte. Mais je pense qu'on aurait pu dire la même chose des grandes femmes de l'art contemporain qu'ont été Louise Bourgeois ou Niki de Saint-Phal, par exemple, ou Annette Messager. Ou mystique aujourd'hui, des personnalités fortes et qui ont des choses à dire, quoi. Tania, c'est ça. Elle a des choses à dire et elle utilise différents outils pour dire ce qu'elle a à dire. Ça peut être ces grands collages de textes qui semblent illisibles mais qui disent beaucoup. Ça peut être son travail sur la vidéo, les installations vidéo, les installations sonores. Elle pourrait illustrer ce pan de l'art qu'on appelle souvent conceptuel. Tout art est conceptuel, finalement. C'est-à-dire que tout art naît d'une idée, d'un concept, dans la tête. Mais il va s'exprimer de façon plus ou moins... Enfin, dans la forme, il va parfois rester conceptuel, c'est-à-dire que l'idée va être exprimée presque par un texte. Et on pourra presque s'en tenir à ça. Elle a un truc à dire. Elle a un truc à dire et on le ressent et on est touché. On est touché, on est ému ou interrogé, questionné. Bon, ça sert à ça, quoi, l'art, finalement. À toucher, à émouvoir et aussi à interroger. Donc on est interrogé et elle interroge aussi des grands thèmes, des grands sujets contemporains, sociétaux. Et donc pour moi, c'est une des artistes très importantes du 20 et du 21e siècle. Et ce que dit Tania Moreau à un moment dans ce reportage, c'est qu'elle pourrait résumer parfois son atelier à son ordinateur. Oui. Alors ça, c'est quelque chose qui choque encore un peu parfois aujourd'hui certaines personnes, la technologie qui s'introduit dans l'art. Je sais que vous utilisez parfois une machine pour vous aider à découper vos pochoirs au lieu de le faire tout le temps au scalpel. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui ont du mal à comprendre la place de la technologie aujourd'hui dans le monde de l'art? Alors, il y en a certains qui me disent ça, enfin nous disent ça, sur les réseaux sociaux. Ça veut donc dire qu'ils ont un smartphone, un ordinateur, etc. Non, en fait, au fur et à mesure du temps qui passe, des outils sont créés, sont inventés et mis à notre disposition
soit pour aller plus vite, soit pour faire des choses différemment, et il faut en profiter. Il ne faut pas tout accepter d'emblée, mais il faut en profiter. C'est-à-dire que la bombe à aérosol, c'est quand même un outil incroyable et à la fois terrible. C'est-à-dire que écologiquement parlant, c'est pas terrible. Même s'il y a eu beaucoup de progrès, c'est pas terrible. En même temps, retourner chercher des pigments dans la nature, les piles, etc., c'est une autre façon de faire. Mais il faut aussi à ce moment-là peut-être que j'aille vivre dans une hutte au fond d'un bois et que je ne communique pas sur ce que je fais. Bon, on n'en sort pas de ce débat, on n'en sort pas. Donc moi je prends ce que je peux prendre. J'ai découpé au scalpel à m'en esquinter les doigts pendant des nuits entières, des pochoirs pendant 35 ans, pendant plus de 30 ans. Le jour où j'ai découvert qu'une machine que je branche sur mon ordinateur peut m'éviter des nuits entières, des tendinites et faire un travail qui est strictement le même. Parce qu'il ne faut pas imaginer que la machine va mieux découper qu'au scalpel, voire parfois moins bien. Le scalpel permet de faire des choses extrêmement fines que la machine parfois ne peut pas faire. Ça va juste me faire gagner du temps. Ou alors je fais le choix de tout découper à la main. Je ne fais plus les grandes fresques. Ou alors je les fais avec une technique différente qui fera que ce sera moins détaillé. Et surtout, je ne fais plus qu'une expo tous les 3 ans. Et vous parliez de vos expositions et de vos fresques. Alors j'imagine que votre agenda a été un peu chamboulé ces dernières semaines avec le confinement. Mais où est-ce qu'on va pouvoir retrouver Jeff Aérosol ces prochaines semaines ou ces prochains mois? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, dans un premier temps, une fresque tout près d'ici, à Marc-en-Barœul, où j'habite. La municipalité de Marc-en-Barœul m'a commandé cette fresque. On va la réaliser début juillet. Ensuite, à la rentrée, donc cet été, je vais travailler sur une exposition qui aura lieu plus tard, mais à la rentrée, au mois de septembre, le 11 septembre pour être précis, à la galerie Martin Emer à Bruxelles, l'exposition Crossover qui était prévue pour le 27 mars. Donc elle est prête, elle est là, on va l'accrocher. On va faire des installations aussi donc chez Martin Emer à Bruxelles. Après ça, je dois en principe aller à Dax faire une fresque qui était prévue aussi avant. J'enchaîne ensuite sur une autre expo, celle que je vais préparer cet été, qui aura lieu à Paris à partir du 16 octobre, vernissage le 16 octobre à la galerie Matgot, et ainsi de suite. Voilà, plein d'actualités. En tout cas, on vous choses. Suivra de près. Et on l'a dit tout à l'heure, en plus d'être artiste peintre, vous êtes musicien. La musique a une place très importante. Ouais. Alors, est-ce que pour terminer, vous voulez bien nous jouer quelques notes à la guitare? Alors, quelques notes. Sur ma vieille Gibson de 53, voilà un exemple de vintage. Alors, je ne sais pas ce que je peux vous faire, un petit peu de folk blues. Parfait, magnifique. Merci beaucoup. Je vous remercie encore d'avoir accepté cette invitation. Merci infiniment. Et merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Merci d'avoir regardé ce nouveau numéro de Carte Blanche, un programme composé par Jeff Aérosol. Passez une très bonne fin de soirée et à très bientôt.